En cette année 2022, on fête 2 anniversaires littéraires importants. On commémore plutôt les 400 ans de la naissance de Molière, 1622, et aussi le centenaire, les 100 ans de la disparition de Marcel Proust en 1922. Le premier, Molière, est unanimement reconnu comme le plus grand écrivain comique français, et le second est un peu moins connu en tant qu'écrivain comique. Il est connu comme esthète, comme philosophe, comme ayant réfléchi sur l'art, sur le temps, sur la mémoire. Et pourtant, Marcel Proust est un très grand auteur comique, et je voudrais vous donner envie cet été, à travers quelques lectures, à travers la lecture de quelques passages de La Recherche du temps perdu, tirés de cette excellente anthologie de Laure Hillerin, Proust pour rire, chez Flammarion. Ça vient d'être réédité en poche dans la collection Champ. Donc je voudrais vous donner envie de lire Proust. Parfois ça peut être un petit peu intimidant, mais la porte d'entrée du comique, qui est omniprésent dans La Recherche du temps perdu, me semble une excellente porte d'entrée quand on a envie d'entrer dans Proust, mais quand on est un petit peu intimidé, quand on pense que ça va être ennuyeux, quand on pense que c'est difficile, quand on pense que les phrases sont longues, etc. etc. Donc, l'objectif de cette série de vidéos, c'est Proust pour rire. Pour cette première vidéo Proust pour rire, je voudrais vous parler d'un personnage, c'est le personnage de la tante Léonie, qu'on trouve dans Combray. Combray, c'est la première partie du premier tome de La Recherche du temps perdu, du côté de chez Swann. Donc, allons-y, c'est parti pour le personnage de la tante Léonie. Donc, je suis toujours dans l'anthologie de Laure Hillerin, Proust pour rire. Je vais lire ses introductions, et puis bien sûr, je vais surtout lire les passages de Proust. L'insignifiance transfigurée. Tante Léonie. Sœur du grand-père du narrateur et veuve de l'oncle Octave, la tante Léonie est la propriétaire de la maison de Combray, où le narrateur et ses parents passent leurs vacances. Peut-être avez-vous croisé dans votre vie des individus du même genre, qui ne vous ont inspiré aucun intérêt, au mieux de la pitié ou de l'indifférence, au pire de l'agacement. Proust, lui, a fait de la tante Léonie un personnage digne des meilleures comédies de Molière. Autour de cette figure pathétique et loufoque, il a bâti des scènes et des dialogues qui comptent parmi les plus savoureux de La Recherche. Sous sa plume, l'insignifiante vieille dame, tapie au cœur de Combray comme une araignée dans sa toile, s'est élevée au rang de mythe littéraire. Donc, premier extrait, entre Vêpres et Pepsine, chronique d'une vie minuscule. Donc, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d'idées fixes et de dévotion, la tante Léonie ne quitte plus sa chambre et son lit. Ses journées s'écoulent dans un train-train immuable, rythmé par les heures sacrées de la pepsine qu'elle prend pour soigner ses maux d'estomac, et celles des offices religieux annoncés par les cloches de l'église voisine. Alors je commence la lecture du premier extrait. Dormir ou reposer. Dans l'inertie absolue où elle vivait, elle prêtait à ses moindres sensations une importance extraordinaire. Elle les douait d'une motilité qui lui rendait difficile de les garder pour elle. Et à défaut de confidents à qui les communiquer, elle se les annonçait à elle-même en un perpétuel monologue qui était sa seule forme d'activité. Malheureusement, ayant pris l'habitude de penser tout haut, elle ne faisait pas toujours attention à ce qu'il n'y eût personne dans la chambre voisine. Et je l'entendais souvent se dire à elle-même « Il faut que je me rappelle bien que je n'ai pas dormi », car ne jamais dormir était sa grande prétention, dont notre langage à tous gardait le respect et la trace. Le matin, Françoise ne venait pas l'éveiller, mais entrait chez elle. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer. Et quand il lui arrivait de s'oublier en causant jusqu'à dire « ce qui m'a réveillé » ou « j'ai rêvé que », elle rougissait et se reprenait au plus vite. Deuxième extrait. D'un côté de son lit était une grande commode jaune en bois de citronnier et une table qui tenait à la fois de l'officine et du maître-autel, où, au-dessus d'une statuette de la Vierge et d'une bouteille de Vichy Célestin, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de médicaments, tout ce qu'il fallait pour suivre de son lit les offices et son régime, pour ne manquer l'heure ni de la pepsine ni des vêpres. De l'autre côté, son lit longeait la fenêtre, elle avait la rue sous les yeux, et il lisait du matin au soir pour se désennuyer, à la façon des princes persans,
la chronique quotidienne mais immémoriale de Combray, qu'elle commentait ensuite avec Françoise. Troisième passage, Eulalie ou l'art de flatter les bizarreries de la malade. L'interlocutrice préférée de la tante Léonie est Eulalie, vieille fille boiteuse, active et sourde qui partage son temps entre l'église, les visites aux malades et les menus exercices rendus au monde clérical de Combray. Eulalie excelle à se faire bien voir de la vieille dame en lui disant ce qu'elle souhaite entendre. Aux grandes dames de Françoise, donc Françoise c'est la servante, qui en conçoit une secrète jalousie. Ces visites, donc les visites d'Eulalie, étaient la grande distraction de ma tante Léonie, qui ne recevait plus guère personne d'autre en dehors de monsieur le curé. Ma tante avait peu à peu évincé tous les autres visiteurs, parce qu'ils avaient le tort, à ses yeux, de rentrer tous dans l'une ou l'autre des deux catégories de gens qu'elle détestait. Les uns, les pires, et dont elle s'était débarrassée les premiers, étaient ceux qui lui conseillaient de ne pas s'écouter, et professaient, fût-ce négativement et en ne la manifestant que par certains silences de désapprobation, ou par certains sourires de doute, la doctrine subversive qu'une petite promenade au soleil et un bon beefsteak saignant, quand elle gardait 14 heures sur l'estomac 2 méchantes gorgées d'eau de Vichy, lui ferait plus de bien que son lit et ses médecines. L'autre catégorie se composait de personnes qui avaient l'air de croire qu'elle était plus gravement malade qu'elle ne pensait, qu'elle était aussi gravement malade qu'elle le disait. Aussi, ce qu'elle avait laissé monter, après quelques hésitations, et sur les officieuses instances de Françoise, et qui, au cours de leur visite, avaient montré combien ils étaient indignes de la faveur qu'on leur faisait, en risquant timidement un « Ne croyez-vous pas que si vous vous secouiez un peu par un beau temps ?» ou qui, au contraire, quand elle leur avait dit « Je suis bien bas, c'est la fin, mes pauvres amis », lui avait répondu « Ah, quand on n'a pas la santé, mais vous pouvez durer encore comme ça ». Ceux-là, les uns comme les autres, étaient sûrs de ne plus jamais être reçus. Et si Françoise s'amusait de l'air épouvanté de ma tante, quand de son lit elle avait aperçu dans la rue du Saint-Esprit une de ces personnes qui avait l'air de venir chez elle, ou quand elle avait entendu un coup de sonnette, elle riait encore bien plus, et comme d'un bon tour, des ruses toujours victorieuses de ma tante pour arriver à les faire congédier, et de leur mine déconfite, en s'en retournant sans l'avoir vue, et au fond admirait sa maîtresse, qu'elle jugeait supérieure à tous ces gens, puisqu'elle ne voulait pas les recevoir. En somme, ma tante exigeait à la fois qu'on l'approuvât dans son régime, qu'on la plaignît pour ses souffrances, et qu'on la rassurât sur son avenir. C'est à quoi Eulalie excellait. Ma tante pouvait lui dire 20 fois en une minute « C'est la fin, ma pauvre Eulalie !» 20 fois, Eulalie répondait « Connaissant votre maladie comme vous la connaissez, Madame Octave, vous irez à 100 ans, comme me disait hier encore Madame Sazerin. » Une des plus fermes croyances d'Eulalie, et que le nombre imposant des démentis apportés par l'expérience n'avait pas suffi à entamer, était que Madame Sazerat s'appelait Madame Sazerin. « Je ne demande pas à aller à 100 ans, répondait ma tante, qui préférait ne pas voir assigné à ses jours un terme précis. Et comme Eulalie savait avec cela comme personne distraire ma tante sans la fatiguer, ces visites, qui avaient lieu régulièrement tous les dimanches, sauf empêchement inopiné, étaient pour ma tante un plaisir dont la perspective l'entretenait ces jours-là dans un état agréable d'abord, mais bien vite douloureux comme une faim excessive, pour peu que Eulalie fût en retard. Trop prolongée, cette volupté d'attendre Eulalie tournait en supplice. Ma tante ne cessait de regarder l'heure, bâillait, se sentait des faiblesses. Le coup de sonnette d'Eulalie, s'il arrivait tout à la fin de la journée quand elle ne l'espérait plus, la faisait presque se trouver mal. Un dernier extrait sur la tante Léonie, donc c'est toujours tiré du côté de chez Swann. Spectacle dans un lit. Elle se rabattait pour rendre de temps en temps sa vie plus intéressante, à y introduire des péripéties imaginaires qu'elle suivait avec passion. Elle se plaisait à supposer tout d'un coup que Françoise la volait, qu'elle recourait à la ruse pour s'en assurer, la prenait sur le fait. Habituée, quand elle faisait seule des parties de cartes, à jouer à la fois son jeu et le jeu de son adversaire, elle se prononçait à elle-même les excuses embarrassées de Françoise et y répondait avec tant de feu et d'indignation que l'un de nous, entrant à ces moments-là, la trouvait en nage, les yeux étincelants, ses faux cheveux déplacés, laissant voir son front chauve. Françoise entendit peut-être parfois dans la chambre voisine de mordants sarcasmes qui s'adressaient à elle, et dont l'invention n'eût pas soulagé suffisamment ma tante s'ils étaient restés à l'état purement immatériel, et si en les murmurant à mi-voix, elle ne leur eût donné plus de réalité.
Quelquefois, ce spectacle dans un lit ne suffisait même pas à ma tante. Elle voulait faire jouer ses pièces. Alors un dimanche, toute porte mystérieusement fermée, elle confiait à Eulalie ses doutes sur la probité de Françoise, son intention de se défaire d'elle, et une autre fois à Françoise ses soupçons de l'infidélité d'Eulalie, à qui la porte serait bientôt fermée. Quelques jours après, elle était dégoûtée de sa confidente de la veille et racoquinait avec le traître, lesquels d'ailleurs, pour la prochaine représentation, échangeraient leurs emplois. Donc, si vous voulez découvrir un Proust comique, eh bien, je vous conseille donc l'anthologie de Laure Hillerin, Proust pour rire. Et à bientôt donc, pour une autre vidéo sur Proust comique.